Merci pour l'introduction et merci à vous d'être là, parce que sinon on n'aurait pas grand-chose à présenter. Donc comme on a été introduit, effectivement, on va vous parler de la guerre des rendus HTML. On va tout d'abord commencer par se présenter. Donc moi c'est Thomas, je suis développeur advocate chez ADO Leroy Merlin depuis quelques années, puis j'essaye d'aider les équipes dans l'entreprise à essayer de faire des fronts performants et aussi un peu beaux. Et je vais passer la main à Johan pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à tous, Johan, une quinzaine d'années d'expérience. D'abord plusieurs années en tant que développeur back-end et je m'intéresse au monde du front maintenant depuis quelques années aussi. Et je suis actuellement développeur advocate autour du micro-front-end et de la web performance chez ADO Leroy Merlin. Du coup, avant d'aller un peu plus loin, on va vous raconter un peu notre histoire, parce qu'on a quand même un passif, on ne fait pas que des tournevis et des perceuses chez ADO et Leroy Merlin, on fait aussi un peu de web. Et tout d'abord, on va introduire quelques contextes, donc notamment le server-side rendering, qui est le pattern qui a été le plus utilisé quand le web a été créé. C'est comme ça que le web a été designé. Et souvent, actuellement, on s'en sert lorsqu'on veut faire du référencement, faire de la web performance, jouer avec la scalabilité de son infrastructure côté serveur. Puis après, on a commencé à avoir des sites web qui étaient statiques et on s'est dit ce serait quand même bien que nos utilisateurs, quand ils arrivent sur nos pages web, ils puissent avoir quelque chose d'interactif. Donc le client-side rendering, il a commencé à apparaître, on a eu des interfaces de plus en plus riches avec énormément d'interactions avec nos utilisateurs. Et depuis quelques temps, on commence à entendre parler de l'hybrid rendering, un peu le mélange de ces deux mondes, et on va voir comment tout ça peut fonctionner chez nous. Donc on voulait aussi vous partager une source, une citation qui vient du MDN, que la web performance, c'est surtout l'objectif qui permet de mesurer la perception de l'utilisateur et son expérience quand il est sur notre site web ou notre application. Du coup, nous, par rapport à ça, un site comme Leroy Merlin, puisqu'on est un site e-commerce, on s'est défini un objectif, c'est d'être 20% plus rapide que nos compétiteurs. Donc nos compétiteurs, ça peut être des pure players comme ManoMano ou Amazon, ou ça peut être des entreprises historiquement retail comme nous, telles Castorama, Brico Dépôt et bien d'autres. Du coup, pour pouvoir mesurer sa web performance, il faut bien qu'on se base sur des métriques. Donc nous, on a choisi de se baser sur les Google Web Vitals et on a essayé de reprendre ça en trois grandes familles. Donc on a ce qu'on appelait le temps de chargement. Là, on va retrouver par exemple le time to first byte, donc c'est le premier octet qui va être envoyé par le serveur. À quel moment notre DOM sera compris par le navigateur et on pourra commencer à lancer d'autres mécaniques. Et quand est-ce que la page elle est totalement chargée. Bon, après, envoyer du HTML à un navigateur, c'est sympa, mais on aime bien mettre un petit peu de couleur. Du coup, on a un peu une phase de ce qu'on appelle de peinture. Et donc là, on va commencer à afficher des choses. On va pouvoir trigger le first content full pane, qui va être le premier élément affiché. Le largest content full pane, comme son nom l'indique, ce sera le plus large. Et le cumulative layout shift. Donc là, c'est ce qui va permettre de mesurer la stabilité de la page. Et ensuite, on a toute la partie interaction. Lorsque le JavaScript va commencer à venir en place, soit avec une interaction utilisateur, soit après que le DOM ready a été remonté par le navigateur. Donc on va pouvoir se baser sur l'interaction toNextPaint ou le total blocking time. Et comme tout ça ne suffit pas, nous, on est un site e-commerce pour Leroy Merlin, et il y en a aussi du référencement à devoir gérer. Et il faut savoir que dès lors qu'on arrive sur un site en tant qu'un crawler SEO, donc le Googlebot, Bingbot, Yahoo ou d'autres moteurs de recherche, généralement le JavaScript il n'est pas exécuté. Donc c'est là où il est important que le contenu HTML soit directement référencé et envoyé par le serveur. Et il faut savoir aussi que depuis quelques années, la web performance, elle joue dans le score de ranking de référencement de votre site internet. Ça fait partie de l'algorithme de Google. Et tout ça ne suffit pas. On essaye aussi de s'améliorer sur notre empreinte numérique au niveau des émissions, etc. Donc si vous avez pu voir la conférence d'hier qui était vraiment cool, vous savez déjà que la plupart de l'empreinte carbone du numérique provient de la fabrication des équipements. Et donc, il est de plus en plus important d'être capable de délivrer des sites Internet qui puissent fonctionner sur un ensemble de devices le plus grand possible pour éviter que nos utilisateurs doivent acheter le dernier iPhone ou devoir avoir un PC super puissant pour aller sur un site Internet. Et comme on aime encore plus le challenge, parce que tout ça ne suffisait pas, on s'est dit, et si on faisait tout ça avec le micro-front-end. Donc hier, il y a eu aussi une super conf qui a été faite par Agathe et Elise, j'espère ne pas me tromper dans les prénoms, on vous invite à aller la voir, mais on va vous réexpliquer un peu le concept et comment ça fonctionne chez nous. Donc on va tout d'abord démarrer du navigateur du client, qui va ensuite faire une requête à notre orchestrateur de micro-front-end, qui est une solution qu'on a créée maison à ADO. Son petit nom, c'est Kobe, voilà, vous le connaissez. Une fois qu'on a contacté notre orchestrateur, on va être capable de donner de l'information à l'ensemble des micro-front-end qui vont composer une page web, comme par exemple le fait que l'utilisateur est connecté, la langue qu'il va pouvoir utiliser. L'ensemble des micro-fronts vont pouvoir renvoyer un document HTML. Et une fois que notre orchestrateur aura fait l'agrégation de tout ça,
on va venir renvoyer côté client dans le navigateur un HTML complet qui contiendra tous les microfronts, et on a bien évidemment un CDN pour pousser les statiques, puisque comme on l'a dit, on aime bien la web performance. Du coup, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, là on va aller voir un peu une fiche produit de Leroy Merlin. Et donc on va avoir différentes équipes qui vont travailler chacune sur une partie du site. Et chaque équipe va être responsable par exemple d'un microfront. Et donc là on aura par exemple ce qui permet d'afficher les informations produits, le prix, la possibilité d'ajouter au panier, la disponibilité en magasin, le header. Et donc notre agrégateur de microfront-end, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que tout ça va être généré, ça va finir au sein d'une seule et même page web. Merci Thomas. Donc Thomas vient de nous présenter le contexte dans lequel on travaille et tout ce qui drive un petit peu nos décisions. Donc là, on va voir dans un premier temps maintenant le server-side rendering, le client-side rendering et l'hybrid rendering. Dans un second temps, on va voir comment cela fonctionne au sein d'une architecture micro-front-end. Troisièmement, on vous présentera une solution maison, comment on l'a pensée et développée. Et dernièrement, on verra si tous ces patterns en fait, sont un succès ou non. Donc, premièrement, on va vous parler du server-side rendering, qu'on nomme aussi le SSR. Au départ du web, en fait, presque tous les sites, enfin, d'ailleurs tous les sites étaient faits en server-side rendering, et donc on revient aux bases du web. Pour faire du SSR, on peut utiliser plein de technos. Là, c'est juste quelques exemples, mais il en existe une pléthore. On peut citer par exemple Go, PHP. Dans le monde de Node.js, il y a le framework Nest.js avec le template engine Handlebars. Côté Java, on va avoir Spring, mais il existe aussi d'autres frameworks, avec par exemple FreeMarker ou TimeLeaf. Chez nous, on utilise, alors historiquement, on utilise principalement Spring Boot avec FreeMarker. Là, c'est un schéma qui va nous expliquer un petit peu comment cela se passe entre le navigateur et le serveur. Dans un premier temps, lorsque l'utilisateur rentre l'URL pour afficher la page, le navigateur requête le serveur. Le HTML est généré côté serveur et nous renvoie le contenu côté navigateur. Le navigateur va analyser, parser le contenu HTML, va télécharger les différentes ressources statiques, CSS et JS, et une fois ceci reçu, il va commencer à faire la phase de painting. À partir de ce moment-là, la page sera visible et interactive pour l'utilisateur. Dans le SSR, généralement chez nous, on va rajouter du Vanilla.js si on a des interactions un peu plus riches à mettre en place. Donc ça va être principalement du Vanilla.js, ça sera des petits scripts. Et donc à partir de cette phase-là, la page sera totalement interactive pour l'utilisateur. Là, nous sommes sur le site de Leroy Merlin, donc sur la homepage. C'est une démo qu'on a fait. Rappelez-vous qu'on est dans une architecture micro-front-end. Tous les micro-fronts ici, il y en a peut-être une trentaine, sont en server-side rendering. Donc là, il y a un rafraîchissement. Vous voyez que l'affichage est presque instantané. Bon, on est quand même avec de la fibre optique, on était dans les locaux, il faut quand même remettre ça dans le contexte. Là, ce que vous voyez apparaître, le drawer qui est sur la gauche, c'est un outil, le Cobie Explorer, c'est un outil de debug développé maison. Ça fait partie de notre solution de micro-front-end. Je vais y revenir dans le slide suivant. Par la suite, on a lancé un test de performance grâce au Google Chrome DevTools. C'est pareil, il y a différentes métriques qui vont s'afficher, notamment le First Contentful Paint et le Largest Contentful Paint. J'y reviens juste dans le slide suivant. Donc là, c'est le fameux Cobie Explorer, avec la waterfall des différents appels vers les micro-fronts. On voit que tous les appels sont faits en parallèle, de façon asynchrone. Et ce qui est important, vous voyez, on a le fragment qui s'appelle Marketing Fragment. Alors, on va parler de fragment et de micro-front, à savoir que les deux termes chez nous, aujourd'hui, par abus de langage, voudront dire la même chose. Ce sont des micro-fronts. Donc là, on voit que le marketing fragment n'a pas encore répondu. Malgré tout, notre solution de micro-front-end commence à streamer la réponse. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir un TTFB de 88 millisecondes côté serveur. Et par la suite, là, alors on a 0,29 secondes, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Hein. Encore une fois, on est avec une machine puissante, on est en fibre optique. Là où il faut se focaliser, c'est le First Contentful Paint, c'est-à-dire le premier élément affiché dans la page, et le Largest Contentful Paint, qui est l'élément le plus large affiché dans la page. Donc ça, ce sont des Google Web Vitals, comme Thomas a pu l'expliquer. Et retenez ça, en fait, parce que les deux métriques sont quasiment similaires, en fait, en termes de perf, et ça indique, en fait, que la page s'affiche très rapidement. On va retenir ça par la suite pour le CSR. Et je repasse la main à Thomas.
Merci Johan. Du coup, maintenant, on va s'intéresser au client-side rendering, hein, puisque comme je le disais en introduction, les interfaces web deviennent toujours de plus en plus riches pour nos utilisateurs. Et toujours pareil, on a le droit à plein de technologies pour pouvoir le faire. Donc on a connu pour les plus anciens d'entre nous jQuery, hein, qui était une librairie cross-navigateur. On a ensuite les frameworks qui sont apparus comme Angular, React, Vue, Svelte et peut-être plein d'autres dans les prochaines semaines. On a aussi d'autres librairies telles Alpine.js. Et en fait, on a énormément de topologies pour pouvoir faire du client-side rendering. On a, comme je disais, des librairies, telles jQuery. On a aussi le pattern de single page application. Nous, par exemple, ce pattern, on l'applique sur notre tunnel de commande, puisqu'il est très intéressant, lorsqu'on veut faire un parcours utilisateur, d'avoir une réassurance. Et c'est vrai que sur un tunnel de commande, si on commence à rafraîchir à chaque interaction la page web, l'utilisateur peut se demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça fonctionne bien. On a aussi eu l'apparition des web components, donc, qui permet d'avoir des éléments au sein d'une page web qui sont isolés du reste du DOM. Et on a aussi de plus en plus d'API navigateurs qui arrivent par le biais des standards W3C, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin avec ce qu'on peut faire côté client en JavaScript. Du coup, nous, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on a choisi dans notre écosystème micro-front-end pour un site comme Leroy Merlin? Donc, sur le pattern de single page application, on a décidé de choisir Vue.js, parce que Vue.js, il a été designé pour pouvoir gérer des interactions utilisateurs assez riches côté client au niveau de la vue. Et pour la partie web component, quand on a commencé à faire des tests avec soit est-ce qu'on les faisait en vanilla, soit est-ce qu'on utilisait un outil comme par exemple Svelte, ce qu'on a choisi ici, on s'est rendu compte qu'avec Svelte, on arrivait à avoir des web components qui étaient performants, et en plus, par définition, comme je disais, le web component, il est isolé du DOM, donc ça correspond bien à notre définition du micro-front-end. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi Vue.js? Comme je le disais un peu, c'est parce que Vue.js, il a été pensé pour pouvoir manager une vue et rendre le DOM de façon rapide et efficacement. La courbe d'apprentissage était aussi facile. Comme l'a indiqué Johan, on avait l'habitude de faire du Java et du FreeMarker, donc il fallait aussi former les développeurs à l'entreprise sur une nouvelle stack technique. Et puis Vue.js existe maintenant depuis quand même pas mal d'années, un bon 10 ans, donc on peut s'appuyer sur une communauté qui est riche et qui va permettre de pouvoir nous aider sur plein de problématiques que l'on pourrait rencontrer. Suite à ça, on a aussi choisi Svelte. Et pourquoi on a choisi Svelte? Alors Svelte, c'est plus une librairie qu'un framework en tant que tel, et c'est surtout sa versatilité qui nous a intéressés, parce que déjà, il était performant. La courbe d'apprentissage était facile aussi. Une fois qu'on avait aidé les développeurs à passer du Java à Vue.js, la syntaxe de Svelte se rapproche quand même de Vue.js, donc la courbe d'apprentissage était assez facile, et il est surtout très léger. Comme je disais, quand on a fait des tests avec les web components, le fait de le faire en Svelte ne rajoutait que 2 kilooctets gzip sur nos pages web, autant dire quasiment rien à l'échelle d'aujourd'hui. Du coup, en reprenant un peu le schéma qu'on a vu sur le server-side rendering, qu'est-ce qui se passe en client-side rendering? Donc on a toujours notre navigateur qui va demander après une page web. Généralement, on va lui renvoyer un squeletton. Dans ce squeletton, on va définir le doctype HTML, et souvent on a le fameux div.id égale app qui est totalement vide. Dans ce document HTML, on a bien évidemment défini nos statiques, donc nos CSS et les JS, donc le navigateur continue toujours de les télécharger. Généralement, on n'arrive pas à afficher une page web sans données, donc on va venir faire un appel API côté client pour pouvoir récupérer de la donnée, donc on va recontacter notre serveur. La mise en place du client de rendering commence à se faire, et une fois que tout ça est fait, notre page elle commence à être visible et interactive. Alors nous, si vous vous rappelez un peu le schéma qu'on a vu en introduction sur le micro-front-end, que le micro-front-end soit en server-side rendering ou client-side rendering, dans tous les cas, on va devoir le contacter pour qu'il puisse nous renvoyer son document HTML. Donc nous, afin de fluidifier, d'améliorer la web performance et d'éviter de faire un deuxième appel serveur, on est venu, dans le cas où c'est possible, enrichir le HTML qu'on va renvoyer, ce squeletton, avec un JSON qu'on va renvoyer dans le DOM. Comme ça nous permet d'économiser une requête et de pouvoir directement commencer au plus tôt le client-side rendering. Ici, on va voir une petite vidéo, donc le tunnel de commande dont je parlais. Donc là, on va venir désactiver JavaScript pour vous montrer qu'on ne ment pas. C'est bien en client-side rendering, au cas où vous ne croyez pas. Mais vous pourrez aller voir par vous-même par la suite. Et donc là, avec l'architecture micro-front-end, même si notre panier ne fonctionne pas, on a le message d'erreur, on a quand même une réassurance au niveau de l'utilisateur, puisque notre header, notre footer et d'autres parties de la page sont remplis en server-side rendering. Donc là, on a réussi à pallier à une partie du problème qui nous disait que souvent, quand le JavaScript ne s'exécute pas et qu'on est en client-side rendering, on a le syndrome de la page blanche, ce qui n'est pas chez nous si on gère correctement la partie micro-front-end. Et là, ce qui va nous intéresser, on va revenir après aussi, c'est surtout au niveau des métriques, donc toujours dans les mêmes conditions de test.
Là, on se rend compte par rapport aux 0,29 secondes qu'on avait en étant uniquement en server-side rendering, que le First Contentful Paint arrive bien plus tard. Notre premier élément qu'on va afficher sur la page web, forcément, puisque dès lors qu'on rend le HTML côté client, il faut le temps que le navigateur puisse faire son travail à l'aide de nos JS. On voit aussi du coup que le Cumulative Layout Shift commence à apparaître. Donc c'était notre fameux indicateur qui permet de mesurer la stabilité de la page web. Donc là, il est toujours bon, on est inférieur à 0,1, c'est la norme des Google Web Vitals, mais on voit quand même qu'il a été impacté par le fait qu'on ait du client-side rendering. Et forcément, notre élément le plus large, comme là, il était contenu dans notre applicatif, notre microfront qui était en client-side, il fallait attendre qu'il se finisse, c'est pour ça qu'on arrive beaucoup plus tard. Je repasse la main à Johan. Merci Thomas. Donc là, on va aborder l'hybrid rendering. Comme vous avez vu dans une architecture micro-frontaine, avec le CSR, on a déjà en fait un concept d'hybrid rendering entre le header et le footer qui est en SSR et le tunnel de commande qui était en CSR. Alors, qu'est-ce qui est sexy dans l'hybrid rendering? Eh bien, en fait, on va avoir un seul code source pour pouvoir rendre le rendu à la fois côté serveur et à la fois côté client. Tous les frameworks aujourd'hui vont dans ce sens-là, et ça va résoudre aussi le problème de clignotement qu'on a pu voir tout à l'heure en CSR. Par contre, il faut vraiment faire attention au niveau de l'hydration. En français, on va prononcer ça hydratation. L'hydratation est là pour améliorer la web performance, étant donné qu'on a du server-side rendering, l'affichage se fera plus facilement. Après, il y a la phase d'hydratation pour ajouter de l'interactivité. Si là-dessus les concepts ne sont pas bien compris, on peut faire en fait des coquilles et être contre-performant. Comme je vous disais, aujourd'hui, les frameworks du marché vont dans ce sens-là. Le server-side rendering avec de l'hydratation devient la norme. Dans les versions actuelles ou dans les versions à venir, ça va être en fait le template par défaut des différents frameworks. Alors, l'hydratation, qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, cette image-là vient de la doc de Nuxt. Dans un premier temps, en fait, le navigateur va télécharger le HTML qui a été généré côté serveur. Celui-ci va pouvoir afficher en fait une page à l'utilisateur et celle-ci sera partiellement interactive. C'est-à-dire que les éléments HTML natifs sont déjà cliquables, par exemple les boutons ou les liens. Pendant ce temps-là, il y a le JavaScript qui est exécuté en arrière-plan et qui va venir en fait réhydrater la page. L'hydratation, exactement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'ajouter un gestionnaire d'événements sur des éléments HTML. Plus concrètement, alors on connaît plus en anglais les event listeners, et en fait on va venir écouter les interactions utilisateurs sur des éléments HTML et à rajouter de l'interaction par du JavaScript. Toujours le même schéma, mais pour l'hybrid rendering. Le navigateur contacte toujours le serveur, télécharge le HTML, et là, comme on a pu le voir tout à l'heure avec côté CSR, les différents frameworks du marché poussent directement en fait la data. Donc que ça soit dans un objet, dans une variable dans l'objet Windows, ou via en fait un script de type application JSON. Le navigateur continue à télécharger les différents statiques. Il va pouvoir afficher la page et celle-ci sera partiellement interactive, c'est-à-dire les éléments natifs HTML. Là, on a la phase d'hydratation. Et finalement, en fait, la page devient totalement interactive pour l'utilisateur. Donc là, c'est bien, on a vu les trois patterns, mais du coup, au sein d'une architecture micro-frontaine, comment ça se passe? Il y a forcément des contraintes. Donc, à savoir, on a beau être dans une architecture micro-frontaine, on a quand même un élément commun, c'est le navigateur. Pour l'utilisateur, lui, peu importe, il ne sait pas qu'on est dans une architecture micro-frontaine. Donc, au sein d'un navigateur, on va partager le même HTML, le même Document Object Model. Pour le CSS, c'est pareil, il y a des principes qui sont communs à tous les micro-fronts, la cascade, la spécificité, l'héritage. Et d'un point de vue JS, il y a d'autres contraintes. Le langage est asynchrone. Le contexte d'exécution dans le navigateur est partagé entre les différents micro-fronts, c'est le même. Et enfin, par défaut, le langage est monothreadé. Donc par rapport à ça, eh bien, on a établi quelques bonnes pratiques chez nous. Pour le SSR, pour le server-side rendering, on va venir scoper le JS. Comment? En créant des classes. Pour le CSS, pareil, on va venir scoper pour chaque fragment en mettant une classe parente. Donc ça va être en fait des sélecteurs descendants. Pour le parti client-side rendering avec les SPA, en fait, on reprend les mêmes best practices côté SSR, mais bien souvent avec les frameworks du marché, c'est fait automatiquement. Par contre, nous, on est venu rajouter une autre contrainte. On ne va pas exécuter plusieurs runtime à la fois sur une même page, pour deux raisons. Pour la web performance, à un moment donné, exécuter plusieurs runtime, React, plus Angular, plus Vue, c'est contre-performant, et pour le Green IT. Et puis ensuite, on a aussi, au niveau des conflits des différents runtime. Alors, on sait qu'il y a des frameworks qui le font, ça fonctionne,
Mais malgré tout, dans le futur, lorsqu'on fait fonctionner deux applications Vue.js sur des versions différentes, ou on fait fonctionner du React, du Angular, dans un an, je suis incapable de prédire ce qui se passera. Et on peut avoir des conflits JS. Donc chez nous, c'est un parti pris. On s'est limité à un framework, enfin un runtime à la fois. Et puis ensuite, ça c'est un principe pour tous les microfronts, on ne vient pas interférer sur le petit copain qui est à côté, que ce soit au niveau du HTML, du CSS ou du JS. Et maintenant, dans tout ça, on va voir un peu l'hybrid rendering un peu plus en détail, comment c'est intéressant de pouvoir pousser tout ça. Donc tout d'abord, on a fait différents tests. Donc on a été poké Nuxt.js, on a été poké Svelte avec SvelteKit, on a regardé Angular dans sa dernière version. Et on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Parce que comme nous, on l'a dit assez, c'est qu'on fait du micro-front-end. Donc on a testé Nuxt.js parce qu'on connaissait bien Vue. Alors ça commence à fonctionner, mais nous on voulait qu'un seul bout de HTML, sauf que Nuxt était designé pour gérer une page web au complet ou un site web au complet. Donc on a commencé à reverse engineerer, ce qu'il ne faut absolument pas faire. On a réussi quand même à faire ça fonctionner, et puis après on a commencé à faire des tirs de perf, et on n'était pas bon du tout. Et du coup on s'était tous un peu sentis comme Kermit à la fenêtre, un jour de pluie, on était tous un peu tristes en se disant mais pourquoi c'est si difficile? Et comme on connaissait Svelte aussi pour les web components, on s'est dit on va tester ça avec SvelteKit qui venait d'apparaître. Et pareil, SvelteKit il a été designé pour gérer l'intégralité d'un site web au moment où on a testé. Et donc on avait exactement les mêmes contraintes, on n'arrivait toujours pas à le faire fonctionner, la web performance elle n'était pas au rendez-vous. Angular a sorti sa version 17 avec aussi le pattern qui nous intéresse de l'hybrid rendering, on l'a testé récemment et on est arrivé toujours sur les mêmes conclusions. On n'arrive pas à le faire fonctionner dans une architecture micro-front-end. Ce qui fait qu'on s'est vite posé la question, une fois qu'on avait regardé un peu ce qui était sur le marché et comment tous les frameworks fonctionnaient pour faire de l'hybrid rendering, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre solution? Ça n'a pas l'air si compliqué là comme ça, au final un peu quand même. Mais d'abord on s'est défini quelques spécifications pour pouvoir réussir le challenge. Comme on l'a dit, on est un site e-commerce, donc pour nous le référencement il est quand même important. Donc il fallait que notre solution elle soit en server-side rendering en premier lieu. On voulait être web performant, puisqu'on a toujours été web performant lorsqu'on faisait du server-side rendering et du client-side rendering, donc il fallait que la solution elle reste dans les mêmes normes. Et on voulait aussi améliorer notre impact environnemental sur nos sites web, donc il fallait aussi qu'on surveille cette métrique. On voulait aussi qu'on ait une évolution dans le temps qui nous permette de dire que ce qu'on va créer va pouvoir être conservé pendant un long moment. Donc on voulait utiliser des technologies populaires et maintenables dans le temps pour deux raisons. Parce qu'il faut bien que notre site web puisse continuer à fonctionner dans quelques années. Et aussi pour attirer les nouveaux talents, puisque dans un monde où c'est de plus en plus compliqué d'attirer les développeurs, avoir des technos sexy, c'est quand même plus cool que de faire du COBOL. Et ce qui était important aussi pour chouchouter nos développeurs, c'est l'expérience développeur. Donc la courbe d'apprentissage, puisque pareil, comme on avait déjà l'habitude d'accompagner les développeurs, il fallait qu'on reste sur ce même principe. On voulait respecter la première définition de l'hybrid rendering, d'être capable de partager le même code entre le server-side et le client-side. Et on voulait mettre aussi en place le on-module replacement, que vous avez peut-être vu pour ceux qui utilisent déjà Vite, puisque ça permet de travailler efficacement en local. Et donc, nous avons créé notre solution à partir de Nest.js, Svelte et Vite. On va vous l'expliquer. Donc là, c'est un schéma qui va vous expliquer l'architecture. On est sur un mode local dev. On est parti de Nest.js pour le... On est parti de Nest.js pour la partie server-side. Donc Nest.js, c'est un framework dans le monde de Node.js très populaire qui permet de créer des applications structurées très facilement de type MVC ou REST. Là, ici, vous voyez aussi qu'on a le contrôleur, donc ce sont des classes qui vont permettre d'intercepter les requêtes entrantes et de fournir une réponse en sortie. On a le décorateur @render qui nous permet de faire le lien avec notre vue. Dans notre cas, ici, ça sera avec notre vue Svelte, et pouvoir fournir en fait en réponse du HTML. Nest.js est basé sur Express, qui est un serveur web, aussi très connu dans le monde du Node.js. Et puis là, pour la partie local development, au niveau de la DevXP, c'est servi de Vite. Donc Vite, c'est un framework qui a été inventé par le créateur de Vue.js, qui permet en fait il y a deux fonctions. Ça fournit un serveur local de développement et après aussi un système de build qui est basé sur Rollup et ESBuild. Là, ici, on a utilisé Vite en mode middleware. Voici le code sur la droite.
Donc en mode de middleware, c'est quoi un middleware? C'est une fonction en fait qu'on va venir rajouter dans le traitement de la requête qui va permettre d'exécuter certains traitements, de modifier la requête ou de modifier la réponse. Et puis la feature qui va nous intéresser, comme on le disait tout à l'heure, c'est le Hot Module Replacement. Donc qui permet de recompiler à la volée certains modules JS et éviter de recompiler toute l'application. C'est ça la force de vide, c'est ça qui fait qu'il est rapide. Et ensuite, de pouvoir faire du live reload, de remplacer ce module-là au niveau du cache du navigateur et de re-rendre directement ce module sans re-rendre toute la page côté navigateur. Malgré tout, étant donné qu'on est en server-side first, lorsqu'on vient faire une modification dans l'IDE et que donc, du coup la vue est rafraîchie côté serveur, on a dû changer en fait le comportement du WebSocket entre le navigateur et l'IDE. Donc là, vous voyez, on a le type full reload qui permet en fait de recharger la page à chaque changement côté IDE. Et puis on a créé notre template engine. Donc le template engine, il est basé sur un contrat fourni par le serveur Express. Handlebar fait la même chose. En entrée, on va avoir 3 paramètres. On va avoir le chemin en fait de notre vue, ici notre fichier Svelte. On va avoir dans les options, ici chez nous, ça va être la data qu'on va passer soit pour le serveur, la partie serveur, soit pour le rendu côté client, pour l'hydratation. Et puis après, on a le next, en fait, ça c'est middleware suivant, la fonction suivante. Donc concrètement, dans ce Svelte Engine, vous voyez, alors je vais essayer avec ça, juste là. Ici, on vient dans un premier temps en fait vider le cache du file system de Node, parce qu'on a eu quelques soucis avec ça. Dans un second temps, ici, on va rechercher notre fichier Svelte. Dans un troisième temps ici, on va utiliser une fonction très intéressante de Vite, qui est le SSR Load Module. Celui-ci permet de charger dynamiquement des modules et de les compiler à la volée. Une fois que le fichier Svelte du coup a été compilé à la volée, on va utiliser la fonction render, qui est une fonction par défaut de chez Svelte, qui va pouvoir rendre le composant. En sortie, on va récupérer du HTML, la partie head du HTML, et puis le CSS. Une fois qu'on a récupéré ça, on construit notre réponse. Dans un premier temps, on va rajouter en fait le client Vite, qui permet de faire du coup la communication avec l'IDE, qui va ouvrir le WebSocket. Dans un deuxième temps, on va inliner le CSS directement dans le code, puis ajouter en fait notre HTML généré par la fonction render de Svelte. Et enfin, parce qu'on est en server-side first, peut-être on voudrait rajouter du Vanilla.js pour certains comportements. Et bien en fait, optionnellement, on peut venir rajouter un fichier, un script JS. Et puis maintenant, en mode production, eh ben en fait, Vite ne nous sert plus à rien. Vite, il était là juste en fait, pour l'expérience développeur. Il n'a plus besoin de recompiler les fichiers Svelte à la volée. Ceux-ci seront compilés, buildés en avance de phase. Donc celui-ci devient optionnel. Et dans notre template engine, plutôt que d'aller récupérer directement les fichiers Svelte, ici on va aller récupérer les fichiers compilés. En sortie, on récupère du HTML, qu'on vient toujours ajouter à notre réponse. Si on a de l'hydratation, eh ben on vient ajouter la data, comme on avait pu vous dire tout à l'heure. Donc là, on crée un objet on crée une variable dans l'objet Windows du navigateur, et puis on retourne ce HTML en fait au navigateur. Par contre, par rapport à tout à l'heure, vous avez remarqué, on a perdu le CSS et le JS. Étant donné qu'on est dans une architecture micro-front-end, tous les CSS et JS, enfin tous les statiques, sont déclarés à notre solution de micro-front-end afin que ceux-ci se retrouvent plutôt dans le head de la page, plutôt qu'ils soient disséminés dans toute la page. Donc là, c'est pour ça que c'est comme ça. Malgré tout, alors aujourd'hui, on ne l'a pas présenté là, mais notre solution fonctionne aussi sur du monofront. Et du coup, pour vous montrer comment pas, on va faire une petite démo en live pour voir que le local dev fonctionne bien et comment fonctionne un peu notre architecture micro-front-end. Du coup, on va aller sur une page web. Donc là, on est sur un environnement qui est ISO avec la prod de Leroy Merlin. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a plusieurs micro-fronts qu'on a vu un peu dans la vidéo qui composent notre page. Et on va venir directement modifier la homepage de Leroy Merlin directement en local. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon applicatif. Mon applicatif va se lancer, va venir s'enregistrer à notre solution de micro-front. On le voit ici, par exemple. Hop, je vais remonter un peu. Que notre micro-front s'est bien déclaré.
Et ici, on va s'intéresser à la partie contrôleur. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bon, pour l'instant, hop, je vais rafraîchir la page. Et voilà, nous avons notre nouveau microfront qui apparaît sur la homepage de Leroy Merlin. Donc là, on vous dit bonjour. Mais bon, là, ce qu'on a fait, c'est uniquement du server-side rendering. On vous a mis un message, c'est quand même pas très intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment je peux gérer mes interactions côté client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter un nouveau composant. Donc on a décidé de choisir un composant qui allait afficher des spécifications aléatoires du W3C. Donc au niveau de notre contrôleur, on a les informations qui nous intéressent. On va venir dans notre fichier vue en Svelte, on va venir rajouter notre composant. On va venir l'importer. On va venir enregistrer. On voit que Vite a bien détecté le changement, qu'il a demandé à recharger la page. Ce qui fait que si je retourne sur mon navigateur, j'ai bien mon composant qui est apparu. Sauf que là, ça ne fonctionne pas encore. Si j'appuie sur mon bouton randomizer, il ne se passe strictement rien. Ah si, c'est bizarre. C'est pas grave, c'est l'effet démo. On va aller voir dans notre contrôleur, puisque ce qu'il nous faut pour pouvoir faire de l'hydration, c'est d'envoyer de la data. Donc là, ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est de dire tout ce qui m'a permis de générer mon modèle de données côté serveur, je vais l'envoyer de côté client. Donc tout simplement, hop, j'envoie la donnée. Je vais ensuite aller, j'ai une erreur, je la fais à chaque fois. TypeScript, il n'est pas content parce qu'on change le format de données. On va ensuite maintenant se baser sur notre JS côté client, et donc là, on va venir déclarer ce qui nous permettre de faire l'hydration. Donc, comme l'a dit Johan, on fonctionne avec des classes JavaScript pour pouvoir améliorer notre scoping. Et donc là, on se retrouve avec une déclaration Svelte assez classique. On va venir donc importer notre composant Welcome DevFest. On va lui dire que la target sur lequel il doit se placer, c'est notre élément dans le DOM HTML. On va lui dire qu'on fait de l'hydration, pour lui dire qu'il y a déjà du contenu HTML qui a été généré côté serveur et qui doit s'appuyer dessus. Et on va lui passer toutes les propriétés qui sont nécessaires pour pouvoir le faire. On va ensuite venir appeler notre classe au moment du DOM ready. J'enregistre. Je vais recharger la page. Et donc là, quand on va appuyer sur le bouton Randomizer, ça va fonctionner. Par contre, si on commence à réfléchir et se dire d'un point de vue web performance et même impact environnemental, même si là, le microfront est assez petit et l'impact ne serait pas énorme, je n'ai pas besoin de toute la donnée qui me permet de générer ma bannière qui est uniquement en server-side rendering. Sur ma bannière, je n'ai strictement aucune interaction. Donc en fait, je n'ai pas besoin d'envoyer la donnée qui va concerner ma bannière. Donc là, ce qu'on va commencer à introduire, c'est le pattern de partial hydration. Donc c'est-à-dire que sur tout ce que j'ai généré côté serveur, tout n'a pas besoin d'être hydraté. Là, par exemple, je n'ai besoin de le faire uniquement que sur mon composant W3C. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc je vais retourner au niveau de mon contrôleur. Hop. Je vais venir enlever la donnée qui permet la bannière. Je vais retourner au niveau de mon JS côté client. Et donc là, je ne vais plus hydrater l'intégralité de ma vue, mais je vais surtout faire de l'hydration partielle. Donc là, on est sensiblement sur le même bout de code, puisque mon composant W3C est un composant Svelte classique, que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel projet. Sauf que là, au lieu de le faire directement sur mon composant Welcome DevFest, je vais le faire uniquement sur mon composant W3C. Hop, on va venir l'importer. On va venir modifier la déclaration ici. J'enregistre. Là, comme vous pouvez voir, au niveau du navigateur, j'ai une erreur au niveau de ma bannière, puisque forcément, comme je ne vais plus envoyer la donnée qui permet de faire l'hydratation au niveau de cette bannière DevFest, j'ai un beau undefined côté client, puisque ça ne fonctionne pas. Donc là, par contre, je vais rafraîchir. Et là, je n'ai plus le problème, puisque du coup, j'ai bien précisé, grâce à la partial hydration, que ma bannière, tu n'y touches pas, puisque de toute façon, elle est uniquement en server-side rendering, et mon composant W3C continue toujours à fonctionner. Et si on veut aller un peu plus loin dans tout ça et vraiment aller au plus profond de l'hybrid rendering,
Là, en fait, si on réfléchit, j'ai commencé à faire de l'hydration, toujours pareil dans cette optique de web performance. En fait, c'est qu'au moment où mon utilisateur va cliquer sur mon bouton randomizer que je vais avoir besoin de venir charger dynamiquement mon composant. La première fois, je peux le faire uniquement en server-side rendering comme je l'ai toujours fait. Et donc là, on va pouvoir s'appuyer sur le Vanilla.js. Donc on va voir ça ensemble aussi. Au niveau du contrôleur, je vais revenir préciser que je ne fais plus d'hydration directement au démarrage. Donc je viens commenter tout ça. Hop. Hop. Et au niveau de mon JS, tac, on va venir faire ça, tout ça en Vanilla. Donc là, le code est un peu plus velu. Au niveau de notre classe, qu'est-ce qu'on a? Donc toujours pareil, une classe JavaScript, on est venu récupérer notre élément dans le DOM, ce sera toujours notre composant W3C. Et on est venu initialiser notre bouton, donc sur lequel on a mis un event listener en JavaScript classique, sur le clic. La première fois qu'on va cliquer dessus, on va appeler nous-mêmes de nouveau notre microfront côté back pour avoir une spécification de façon aléatoire du W3C. Une fois que ceci est fait, on va venir importer dynamiquement notre composant Svelte si on ne l'a pas fait. On va venir effacer le contenu du DOM et on va venir créer notre nouvelle application Svelte côté client. Et donc là, je vais enregistrer. Je vais venir rafraîchir. Je vais vous montrer avec un point d'arrêt au niveau des sources. C'est assez lisible. Hop. Donc là, quand je vais venir cliquer sur mon bouton, là, dans l'état actuel où je suis, je n'ai fait que du server-side rendering. Je n'ai pas eu ma phase d'hydration, puisque je vais venir faire du client-side rendering après mon premier appel API en utilisant la même code base. Alors, bon, je vais rafraîchir, encore une fois, l'effet démo. Ou alors, je ne suis peut-être pas sur le bon fichier, pourtant si. Non, le deuxième. Deuxième, hop. Ça marchera mieux, je crois. Non, on recommence. Bien vu, merci. J'ai oublié de déclarer ici, c'est pour ça que ça ne marche pas. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent, parce que sinon, on aurait eu l'air bête pour tout le reste. Un grand merci. Donc une fois que tout ça c'est fait, là ça marchera beaucoup mieux. Je rafraîchis pour être sûr. Donc là on voit bien, j'ai une nouvelle spécification de façon aléatoire. J'appuie sur le bouton Randomizer. Là je rentre bien du coup dans mon camp de Vanilla.js sur mon premier événement que je suis venu instancier. Je vais venir ensuite charger dynamiquement mon composant. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais venir monter mon application. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, ça va bien être mon composant Svelte qui a été recréé côté client-side qui va reprendre la main. Je ne vais plus rentrer dans mon code que j'ai pu faire au tout début. Donc là, j'arrive bien à changer de façon aléatoire mes spécificités. Et pourtant, je ne suis plus dans le Vanilla.js. Donc j'ai bien fait de l'hybrid rendering avec la même code base. J'ai pu générer mon composant côté serveur et le réutiliser côté client quand j'en avais besoin. Non, on avait oublié une partie dans la démo. Ah oui, c'est vrai, pardon. Hop, on va voir maintenant la partie qui nous intéresse sur le WebSocket. Donc si tu prends le dernier, voilà. Voilà. Donc, comme vous disiez tout à l'heure avec Vite, en fait, il y a du coup Vite côté IDE, et puis on a inséré aussi un client Vite qui va permettre de créer une connexion WebSocket pour avoir une communication bidirectionnelle. Là, ici, à chaque changement côté IDE, on va avoir un message qui est popé côté navigateur. Donc, si tu fais un changement dans un fichier Svelte, par exemple, donc là, côté serveur, on a vu dans le terminal que Vite avait rechargé, en tout cas, avait recompilé le fichier et envoyé un événement au WebSocket. Et là, sur le WebSocket, on reçoit un événement. Donc, il y a bien ce fichier-là, on a le pass du fichier qui a été du coup recompilé côté IDE, ce qui permet de rafraîchir ce fichier-là côté navigateur, c'est le client Vite qui fait ça. Et comme tout à l'heure, vous avez dit, comme on est en SSR, on est venu surcharger en fait la stratégie de reload de la page. Là, on a le type qui est en full reload, ce qui permet de, en fait, c'est juste un rechargement de page, ce qu'on appelle aussi du live reload. Et là, la démo est finie. Non sans mal, mais elle est finie. Et du coup, par rapport à tout ça, est-ce que ça a été un succès? Pour aujourd'hui, un peu moyen, mais quand même ça va. Et du coup, on a fait différents tests sur nos pages web qu'on a en production. Donc là, on est reparti avec Lighthouse. Donc on a testé les conditions en mobile,
avec une connexion 4G, donc la configuration par défaut de Lighthouse. Et donc, peu importe les topologies de rendu qu'on décide d'utiliser sur notre site web, qu'on soit en server-side, client-side ou en hybride rendering, on se rend compte qu'on arrive à respecter les normes de Google Web Vitals. Donc, vous voyez, c'est les chiffres qui sont en vert. Forcément, les différences que l'on peut avoir au niveau du client-side rendering, c'est que l'élément le plus large, s'il se trouve dans mon applicatif qui est généré côté client, ça met un peu plus de temps à arriver. Et c'est surtout la stabilité de la page. Je pense que vous êtes tous déjà arrivés sur une page web où il y avait une erreur de JavaScript ou alors cet effet de clignotement, cette stabilité qui vient impacter. Donc ça, c'est le cumulative layout shift qu'il faut pallier en client-side rendering en utilisant des placeholders ou d'autres choses. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en fait, si vous choisissez un objectif, donc nous, on avait choisi la web performance, vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie, il faut juste être vigilant et les utiliser pour le bon cas d'usage. Du coup, nous, suite à ça et à cette conclusion, on a décidé de générer un arbre décisionnel pour l'utilisation des microfronts sur nos projets en interne. Donc déjà, la première question qu'on se pose, vous vous en doutez, c'est est-ce que le référencement est important? Si c'est oui, on va commencer à réfléchir à une deuxième question. Est-ce que j'ai beaucoup d'interactions avec mon utilisateur qui sont d'une complexité importante? Si c'est le cas, on va privilégier de faire de l'hybride ou du partial rendering. Si ce n'est pas le cas, restez sur ce bon vieux server-side rendering, puisque si ça marchait il y a déjà 30 ans, ça continuera à fonctionner toujours. Et si vous pouvez faire en 10 lignes de code en Vanilla.js, on va plutôt privilégier le server-side rendering avec du Vanilla.js. Et si par contre le SEO n'est pas important, puisque vous êtes sur une topologie de projet où le référencement ne vous impacte pas, l'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce que je vais avoir un enchaînement d'écran au niveau de mon parcours utilisateur? Si ce n'est pas le cas, continuez à faire du server-side rendering, puisque ça fonctionnera toujours. Sinon, vous pouvez partir sur les web components, puisque comme on avait vu, nous, dans un contexte micro-front-end, le web component est automatiquement scopé du reste du DOM, donc ça correspond à la définition du micro-front-end. Et sinon, si vous avez besoin d'enchaîner plusieurs écrans, partez sur le pattern de la single page application. Et du coup, derrière tout ça, on est mieux rajouter des technos. Donc, pour l'hybride, c'est ce qu'on vous a présenté. Le server-side rendering, comme Johan l'avait dit, on s'appuie sur du Nest ou du Java. Pour les web components en Svelte et pour les single page applications, on va privilégier Vue.js. Et donc, quelles sont maintenant les prochaines étapes? Donc, on a été faire un petit peu de veille sur le web. Pardon. C'est parti, voilà. Ouais, c'est bon. En fait, les différents frameworks partent aussi sur de l'hydration partielle. Côté React, ils vont faire du partial pré-rendering. Côté Angular, si on va fouiller un peu dans la roadmap, ils sont en étude dessus pour faire de l'hydration partielle. Et par contre, ils ont sorti une feature qui est très sympa, enfin moi je trouve très puissante, les vues déférées. À partir d'un arrobas défer, on arrive à faire du lazy load de composants Angular. C'est une fonctionnalité très puissante et très simple à mettre en place. Eh bien, chez nous, en ce moment, on travaille aussi sur du lazy load de fragments. Aujourd'hui, sur la prod, la feature, du coup, on l'a fournie aux différentes équipes, et il y a quelques équipes qui ont commencé en fait, à implémenter cette feature-là de lazy load de fragments. Si vous allez voir sur la fiche produit, on a les recommandations produits qui sont aujourd'hui lazy loadées. Et par rapport à ça, en fait, quel est l'intérêt? C'est qu'on est en train d'avoir un vrai couteau suisse entre le SSR, les différents patterns que vous avez vus, le SSR, le CSR, l'hydration partielle, et puis là, les lazy load. Grâce à tous ces outils-là, on est là pour améliorer l'expérience utilisateur, améliorer la web performance et puis aussi l'impact environnemental. Alors forcément, ça fait un gros couteau suisse. Comme on l'a pu le dire au tout départ, il faut bien comprendre les concepts d'hydration pour ne pas faire n'importe quoi. Mais on est là, en tout cas, chez nous, dans notre équipe, en tant qu'advocate, pour accompagner toutes les feature teams. Un autre mot à dire là-dessus? Non, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Là, ici, voici quelques sources. Le premier, c'est un article Medium écrit par Thomas sur notre solution qu'on vient de vous présenter. Le second article à droite, c'est une vidéo sur Wheel of Speed de deux collègues à nous, Bertrand Lahotte et Ludovic Lagatti, qui présentent en fait la performance grâce à notre solution de micro-front-end. Et le dernier article en bas, c'était à la Devoxx le mois dernier, deux collègues à nous, Ludovic Lagatti et Maxime Ribera, qui ont présenté en fait notre solution de micro-front-end plus généralement, plus globalement. Voici nos contacts si vous voulez nous contacter. Et on voudrait en fait remercier aussi toutes les équipes avec qui on travaille. Aujourd'hui, il n'y a que nous deux là sur la scène. Pour développer la solution de micro-front-end et à faire toutes ces recherches-là, on est une petite dizaine dans l'équipe. Et à côté de ça, après, on fournit cette solution aux différentes feature teams. Donc là, il y a plein de feature teams qui développent les différents portails en interne, les outils collaboratifs, mais aussi tous les différents sites de Leroy Merlin, que ce soit sur la France ou les autres BU, Italie, Espagne, etc.
Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci à vous.